On parle souvent du syndrome de l'imposteur quand on se lance sur les réseaux et qu'on veut, par exemple, monétiser une compétence. Alors quand on connaît la compétence, on va dire que c'est un peu plus simple, mais quand par exemple on démarre un sujet complètement nouveau et qu'on a ce syndrome de l'imposteur, la peur du regard des autres, tu donnerais quoi comme conseil? Je sais ce qu'il faut faire, mais je sais pas comment le faire. Il faut ignorer le regard des autres et il n'y a aucune raison, qui soit théorique, pratique, etc., d'y accorder la moindre importance. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pourquoi les gens accordent de l'importance au regard des autres? Alors j'ai deux théories. Théorie numéro un, je crois beaucoup à l'effet miroir. Moins tu juges les autres, moins tu as peur d'être jugé. Finalement, le regard et l'importance qu'on accorde au regard des autres, c'est le reflet du regard qu'on attribue soi-même aux autres. Étant donné que nous, on juge les autres, on ne voudrait pas être jugé de la même façon. Si tu arrives à t'exercer et à faire véritablement l'effort d'arrêter de juger les gens, je pense qu'il est fort probable que ça touche beaucoup moins ce qu'on dit sur toi. Le deuxième problème, c'est que qui dit regard des autres dit valeur de ce regard. Et finalement, si le moindre inconnu te touche dans son commentaire, etc., alors qu'il est inconnu, il est machin, tu vois. Moi, il y a pas mal de haters sur Internet qui me disent « Ouais, va faire un business et après on parle. » Je me suis dit « Mais je fais que ça depuis 15 ans. » Mais en fait, ils n'en savent rien parce que ils ont écouté un mec qui a dit un truc et puis ils répètent un peu bêtement. Et c'est vrai que les haters ont ce côté élément de langage. Il y a un mec qui fait une critique, puis ils la répètent tous, mais ils savent pas trop en fait de quoi ils parlent. Et en fait, au fond, les haters, c'est rarement très personnel. Ils ont besoin d'exprimer leur frustration, ils ont besoin d'exprimer leur haine, ils ont besoin de dire que quelque chose est pas bien, mais ils peuvent le faire avec n'importe qui en fait. C'est pas personnel. S'il n'y a pas toi, il y a quelqu'un d'autre sur lequel ils vont aller déverser leur haine. Ils ont un côté, ils aiment bien déverser. Donc finalement, quand toi tu démarres, si tu as peur de ça, bah, l'alerte que tu devrais avoir, c'est de te dire, ok, bah, c'est mon ego qui parle. Et mon ego, il me dit, oh là là, mon Dieu, il va se passer quelque chose qui n'est pas agréable. Mais si c'est ton ego qui te contrôle, ça veut dire que quelque part dans ta propre cosmographie intellectuelle, ton ego, il n'est pas au bon endroit. Parce qu'il est en train de décider ce que tu vas faire, non pas par rapport au plaisir que tu prends à le faire, mais par rapport à la perception que les gens en ont. Et Sartre, il a dit l'enfer, c'est les autres. Et là, il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut vachement se méfier des gens qui nous aiment. Les gens qui nous aiment sont très souvent le pire conseil. Parce que eux, ils ont encore plus peur que toi de ce qu'on pense de toi. Et les proches sont dangereux parce que ils ont tout le downside et aucun de l'upside. Pourquoi ça vaut le coup de s'exposer? Parce que ça te donne plein d'avantages. Ça te donne des clients. Ça te donne des opportunités que tu n'aurais jamais imaginé avoir. Par exemple, moi, ma surexposition, elle me donne quand même accès à des gens incroyables. Récemment, je poste la vidéo d'un chef que je trouve sympa, random, que je découvre sur Instagram. 7 minutes après que je la poste, le chef est dans mes DM et il me dit « Je suis trop honoré que tu postes ça, je regarde toutes tes vidéos. » Le mec, il fait 5 millions de vues par vidéo sur ses recettes de cuisine. 3 jours après, on prend un petit déjeuner ensemble à Dubaï. Et la relation qu'il a avec moi, c'est la relation de quelqu'un qui sait qui je suis. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu as des gens fabuleux qui d'un seul coup viennent. Et donc, évidemment, mon entourage, il voit pas ça. Mon entourage, il voit qu'il y a des mecs qui disent « Ah, tu devrais aller à la salle de gym » ou je sais pas quoi, machin. Et ils se disent « Ah, mon Dieu, ça doit être terrible pour lui. » Mais moi, j'ai jamais regardé. Moi, je regarde les chefs qui m'écrivent et qui m'invitent dans leur restaurant 3 étoiles à Genève. Mais je peux pas embarquer avec moi ma mère, mes cousins, mes neveux,
ma femme, je sais pas quoi, tout le monde en même temps, sous prétexte que je vais vivre quelque chose de sympa. Et donc c'est pour ça que même avec l'entourage, même avec tout ça, il faut avoir en fait la bonne distance. Il faut écouter leurs suggestions, mais ne jamais les prendre pour un avis de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Parce qu'ils l'ont pas vécu, ils savent pas. Et je pense que c'est finalement le dernier point, c'est que il faut s'entourer de gens qui vivent la même chose que toi. Margot, elle en prend plein la tête cette année sur les réseaux. Je pense que je lui ai fait beaucoup de bien. Parce que moi, j'ai pris ça aussi avant elle. Et moi, il y a des gens qui avaient pris ça avant moi et qui m'ont fait du bien. La première fois que j'ai eu un mauvais article dans la presse sur moi, j'étais vraiment très mal. Je vais pas dire que ça fait pas mal. Il y a un côté très bizarre. Donc tu prends un article, ta mère t'appelle, tout le monde autour de toi est paniqué, machin. Et je suis à une soirée comme ça, et il y a un mec qui vient me voir et me dit écoute, je sais que tu sais pas qui je suis, mais il y a 10 ans, j'en ai pris plein la gueule dans la presse. Le mec commence à me raconter tous les articles. Et genre, c'est fois 1000 de moi. Et il dit, tu vois, aujourd'hui, personne dans cette salle s'en souvient. Et c'est moi le speaker sur scène. Et ce mec, avec cette phrase et ce moment-là, il m'a dit exactement ce dont j'avais besoin d'entendre pour ne plus jamais regarder la presse, plus jamais regarder un article, plus jamais lire ce qu'on racontait sur moi. Et l'autre truc qui m'a aidé, c'était Françoise Sagan. Je sais pas si tu vois qui c'est, Françoise Sagan. C'est une autrice française très sulfureuse, on va dire, qui a parlé de sexe dans les années 60, qui avait une maison à Deauville où elle faisait des fêtes un peu coquines. C'était un personnage des années 70. Et elle a fait plein d'interviews. Et il y a une interview où elle dit, il y a un journaliste qui lui dit, enfin Madame Sagan, on dit quand même beaucoup de choses sur vous. Et elle regarde le journaliste et dit, m'en parlez pas. Si je devais croire tout ce qu'on dit sur moi, j'aurais vraiment pas envie de me rencontrer. Et tu vois, pareil, cette interview, elle m'a fait beaucoup de bien. Donc en fait, d'abord, il y a plusieurs niveaux de haters. Tu as le temps de t'y faire à chaque niveau. 2, t'as pas à leur donner la moindre considération. 3, il faut toujours te recentrer sur toi-même et te recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi tu le fais? 4, si tu le fais suffisamment longtemps, tu finiras par avoir autant d'avantages que d'inconvénients. 5, arrête de juger les autres. Finalement, plus tu vas être ouvert d'esprit, tolérant, empathique, bienveillant, et plus toi-même, ça glissera sur toi comme de l'eau, tous les problèmes. Quand tu débutes aussi, parce que tu parlais de l'entourage, que c'est important d'être entouré par des personnes qui sont déjà passées par là, etc. Quand tu connais personne, que tu te lances... Internet, podcast. Comment tu fais justement pour te faire un réseau vraiment qualitatif? Je ne fais pas de réseau, il ne faut pas se faire de réseau. Moi, pendant des années, mes seuls amis, c'était Paul Graham, Naval, Marc Andreessen. Je ne les avais jamais rencontrés. Je les rencontrerai 10 ans après. En fait, si tu n'as pas dans ton entourage les amis dont tu as besoin, Internet te les donne gratuitement. Bon, c'est unilatéral comme relation, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que la plupart des relations amicales à 2 niveaux qui servent à rien, tu vois. Donc en fait, moi, ces histoires de réseau, de networking, etc., j'y crois pas. Moi, je pense que le seul vrai réseau qui compte, c'est que tu fais des choses impressionnantes dans ta vie, tu deviens un aimant, et tu es un tel aimant que les gens circulent autour de toi. Et que tout le networking, moi j'ai vu, avant j'étais très jaloux des gens forts en networking. Je rencontrais des gens, ils me disaient ouais, je connais machin. Mais en fait, le problème, c'est que dès qu'ils demandaient quelque chose à machin, ils étaient terrifiés. Tu sais, mais je me souviens, j'avais un pote, il faisait plein de soirées avec une star de Hollywood assez connue, George Clooney. C'était un entrepreneur de The Family. À un moment, je lui dis, mais présente-le-moi. Il me dit, ouais, tu sais, c'est compliqué et tout. Mais moi, je te présente n'importe qui de mon réseau. Parce que moi, la relation que j'ai avec les gens de mon réseau, c'est une relation d'égal. C'est pas, j'ai pas été m'infiltrer dans une soirée pour être sympa avec lui et faire le courtisan. Et en fait, ce réseau, sur le papier, il a l'air cool, mais il sert à rien dans le business. Le vrai réseau, et ça, tu vois, il y a un mec qui est trop fort à ça, c'est Taylor Swift. Je sais pas si tu vois qui c'est Taylor Swift.
Taylor, j'ai jamais vu un mec gérer son réseau comme lui. Mais tu vois, la différence entre lui et tous les autres, c'est qu'il ne demande jamais rien à personne. Il ne demande jamais rien à personne. Le mec est un aimant. Alors forcément, la vie lui a amené Jamie Foxx. Il est devenu ami avec Jamie Foxx. Il n'a jamais instrumentalisé cette amitié. Il a fait du business avec lui. Il a créé de la valeur. Ça a attiré d'autres gens de l'entourage de Jamie Foxx qui sont devenus amis avec lui. Et, tu vois, c'est parce que tu fais que tu attires. Et alors, oui, tu as des coups de chance dans la vie. Hein. Oui, rencontrer Jamie Foxx, c'est un coup de chance. Mais le mérite, il vient après la chance. Le mérite, c'est qu'est-ce que tu en as fait de cette chance-là. Mais si tu es en permanence à essayer de chercher ça, tu gonfles tout le monde en fait. Et le networking, c'est très très toxique quand ça sert à rien. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher. Faut être dans des endroits où tu n'as pas les moyens d'être. Des fois, moi, je connais des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens comme ça, dans les milieux un peu picassette et tout. Mais leur vie, j'aimerais pas la voir. Ils sont toujours là. Tu sais, ils ont ce que j'appelle la panique de l'addition. Ils sont dans des lieux où ils ne peuvent pas assumer les additions. Et donc l'addition vient, ils sont tremblants. Moi, j'ai jamais été dans un lieu comme ça avec quelqu'un sans payer l'addition pour tout le monde. Depuis toujours. Parce qu'en fait, j'ai jamais été dans un lieu comme ça sans le mériter. Donc bien sûr, je n'ai rien à foutre. Tu veux que je te paye un resto? Il n'y a pas de problème, on peut faire ça tous les soirs, c'est du petit argent pour moi. Et souvent, je suis dans ce resto, pas parce que le mec, il m'a vu une soirée et tout, non, parce qu'il a vu mes business, il a vu mes vidéos, il a appris quelque chose avec moi. Et des fois, tu vois, pour avoir été invité dans des choses en dehors de ma ligue, où c'est clair dès le début que j'aurais jamais les moyens de payer ça, être invité en vacances en jet ou être amené... par exemple, bon, les gens ne me croiront pas, mais c'est une soirée vraiment marrante. Le mec qui possède 50% de Tencent, qui est la boîte chinoise, qui s'appelle Wayne, qui est le représentant d'une boîte sud-africaine qui possède Tencent. Il rêvait d'aller dans un restaurant qui s'appelle Geranium à Copenhague. Et Geranium à Copenhague, c'est le restaurant de mon ami Lars Seier, qui est l'homme le plus riche du Danemark. C'est un très bon ami, tu vois. Et il faut des mois et des mois pour réserver une table dans ce genre de resto. Et moi, j'ai appelé Lars, je lui ai dit, voilà, il y a ce mec de Tencent qui veut venir, machin. Et Lars, il me dit, ben, quand tu veux, tu appelles de ma part, tu prends une table. Et dis-moi un peu en avance quand il vient, parce que comme ça, moi, je viens avec vous au dîner. C'est génial comme contact, tu vois. T'es milliardaire, tu peux rencontrer le mec qui a fait Tencent. Et je me retrouve à cette table avec ces deux milliardaires qui partent en vrille, mais en vrille, sur les vins. J'avais jamais vu ça. Ils ont pris que des bouteilles qui coûtaient entre 50 et 100 000 euros la bouteille dans le resto. Tu vois, genre... Et donc j'ai goûté pour la première fois de ma vie un vin qui coûte ce prix-là. Bon, j'avoue que j'avais pas le palais pour voir la différence. C'est du bon vin, mais bon... Mais ce qui était marrant, c'est qu'à aucun moment, les deux se seraient dit on va donner la facture à Oussama. Tout le monde connaît la place de tout le monde. Et les deux m'ont remercié comme jamais de les avoir présentés. Ils ont attribué à cette action une valeur. C'était pas genre je vais instrumentaliser lui pour faire du... Non, j'ai aucun business à faire avec eux. On parle d'humain à humain. Et en tant qu'humain, j'ai présenté deux humains qui sont à peu près au même niveau et qui ensemble ont pu faire de la valeur. Et ils savent reconnaître d'où vient le parrainage en fait. Et ça, c'est ça le vrai réseau en fait. Le vrai réseau, c'est quand les gens de ton entourage commencent à faire des choses sans que tu sois dans la pièce. Parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils savent que s'il est ami avec toi, c'est que c'est quelqu'un de bien, etc. C'est de la mise en relation d'égal à égal. Exactement. Là où au début, souvent, on essaye d'aller se mettre auprès des gros et d'essayer de les avoir dans notre... Ça sert tellement à rien. Surtout, ils ne peuvent rien faire. C'est un jour, Xavier Niel, il racontait ça dans une vidéo. Il disait qu'il reçoit 2000 messages par jour de gens qui veulent l'aider pour leur boîte. Il ne sait pas quoi faire. Xavier Niel, il sait plus ce que c'est de faire une boîte de zéro. Je dis que... Le mec est milliardaire. Tu parles plus la même langue. Bah non, mais... Puis tu peux pas te souvenir, en fait. C'est pas...
Je veux dire, il y a un moment, tu brasses des milliards, tu peux pas passer ton temps à... J'adore quand les gens disent « faut rester sur Terre ». Quelle Terre? C'est évident qu'il y a plusieurs planètes en parallèle. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un milliardaire qui ne connaît pas le prix du pain au chocolat? Ou un milliardaire qui ne sait pas investir son argent en bourse? Le mec qui sait le prix du pain au chocolat, il n'a pas besoin de savoir investir son argent en bourse. Donc il y a un moment, tu ne peux pas, dans une journée de 24 heures, être au courant de tout et te déconnecter de la réalité, te déconnecter des préoccupations de monsieur, madame, tout le monde. C'est la bonne chose à faire quand tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Et il y a un moment, il faut avoir l'humilité à chaque niveau, de savoir où tu es, où tu te situes. Et ce décalage temporel entre le niveau où tu es et le niveau où tu vas, il est hyper important. Au début, tu parlais d'être magnétique. Ouais. Comment on devient magnétique? C'est par la compétence? Ouais. On est d'abord et avant tout connu pour ce que l'on fait. Ensuite, on est connu pour ce que l'on sait. Et peut-être qu'un jour, on est connu pour qui on est. C'est le Graal, la fin. C'est le Graal, c'est le niveau suprême. Mais ça commence toujours par le craft, la passion du craft. Faire des choses. Donc faire et devenir expert dans un sujet, etc. Ouais. Se former beaucoup. Ouais. Et, Alors, j'aime pas trop le mot former. Ouais. Tu sais, c'est un mot qui m'énerve un peu. Parce qu'on a l'impression que c'est une action en soi de se former. Ouais. Non, il faut faire. Et pour faire, il faut se former. Ouais. Mais la formation, c'est au service du faire. C'est pas le faire qui est au service de la formation. C'est le mouvement qui crée l'information, comme tu dis. Exactement. Ouais. C'est l'action qui crée l'information. Ouais. Okay. Et en fait, il y a un moment, les gens, quand ils parlent de formation, ils me cassent les pieds. T'as des mecs, ils ne font que se former. Sans jamais rien faire. Sans jamais rien faire. Ouais. Mais tu peux pas. Dans ce cas-là, mais et en plus, à la fin, ils disent « Ah, ça marche pas ». D'ailleurs, là-dessus, on parle souvent aussi du fait de vendre un produit ou un service sans l'avoir créé, justement, pour se mettre dans le mouvement d'un coup. T'en penses quoi de ça? C'est la seule façon de faire. Il y a un moment, si tu attends d'avoir quelque chose de parfait, d'abord, il faut vraiment avoir un ego incroyable pour croire qu'on est capable de faire quelque chose de parfait sans parler au réel. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent, mais jamais de ma vie, je me suis dit que j'arrivais à me représenter le réel dans ma tête. C'est-à-dire que jamais dans ma vie, j'ai réussi à imaginer ce que les choses allaient être. Ça demande quand même un niveau d'ego intersidéral de croire que tu peux être là, chez toi, tu t'assois, tu te concentres très fort, et là, d'un seul coup, tu vois exactement ce qui va se passer, à quel moment, la phrase que le mec va dire. Tu te dis, mais oulala, mais il se passe quoi dans la tête des gens, en fait? Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est de te lancer. Et il faut sauter et construire l'avion pendant que tu tombes. Et il y a un moment, vendre avant de fabriquer, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose qui plaît aux gens. Parce que tu construis en fonction de ce qu'ils disent, en fait. Et la confrontation réelle, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai une théorie, c'est que je suis plutôt bon pédagogue parce que je suis plutôt mauvais. En fait, la plupart des choses que j'enseigne aux gens, c'est des choses que par moi-même, j'ai fait les erreurs, je suis passé, j'ai souffert. Mais la confrontation réelle, j'ai jamais souffert. J'ai toujours eu l'instinct de faire les choses. J'ai vraiment un sens du craft. Et j'adore faire les choses. Je continue à faire les choses. Tu vois, hier, quand on a travaillé ensemble et que tu m'as dit « Ouais, j'ai une community manager, j'ai jamais été sur Instagram », moi, ça me choque. Moi, je ne pourrais pas laisser quelqu'un faire son travail si j'étais pas capable de le faire moi-même. Jamais je ne délègue quelque chose que je ne sais pas faire moi-même, voire le faire mal, c'est pas grave, mais d'être capable de vivre, d'avoir quelque chose d'aussi important dans mon business où je suis ignorant et je dois compter sur les autres, ça me ferait paniquer. Même sur la partie technique? Mais surtout sur la partie technique. Parce que là, sur Instagram, par exemple, tu sais le contenu, mais tu as juste besoin de quelqu'un pour l'implémenter. C'est une moitié de délégation. C'est bizarre, je trouve. C'est vrai? Ouais. Je trouve que c'est bizarre de ne pas aller au bout des choses. Ouais. C'est bizarre de ne pas rentrer dans le détail des choses. Donc au début, il faut être l'artisan de tout. Ouais. En plus,
Ça a tellement de valeur de maîtriser le détail. Tu fais des délégations beaucoup plus fortes en fait. Tu vois, tu sais exactement ce qui est juste, pas juste, ce qui est dans le ton, pas dans le ton, ce qui est adapté, pas adapté. Puis tu gardes. Puis, c'est hyper important de rester connecté, quoi, en fait. Tu vois, au fait. Alors, par exemple, Zuckerberg, il raconte cette histoire qui me fait mourir de rire. C'est que Zuckerberg n'a pas posté une ligne de code dans Facebook depuis 2010, je crois. Genre 2 ans après le lancement de Facebook. Donc, la règle chez Facebook, c'est que celui qui poste le code maintient le code. Et Zuckerberg, il n'a pas que ça à foutre de maintenir le code. Donc, il va pas faire le patron qui fait un peu de code, et puis après, les gens se démerdent avec. Par contre, tous les ans, Zuckerberg prend les 3 technos les plus utilisés de Facebook et il code un petit projet perso pendant les vacances en utilisant ces 3 technos qui n'ont rien à voir avec Facebook, mais qui lui permet de continuer à être dans le faire. Parce qu'il ne se voit pas être dans une réunion quand ta boîte est une boîte tech et il se dit, mais attends, je suis le patron de cette boîte et il faut que je prenne des décisions, je ne comprends rien à ce qu'ils font. Mais il faut être un entrepreneur complètement psychopathe pour faire ça. Et en plus, c'est le truc, moi j'ai tout le temps des gens comme ça. Ouais, j'ai une super idée, mais je ne sais pas coder, je ne sais pas fabriquer, je ne sais pas faire de produits. Mais fais-le. Comment je vais aller voir quelqu'un, je vais dire, alors j'aimerais écrire un roman. Alors j'ai une super idée de roman, hein, mais je ne sais pas écrire. Ok. C'est un peu bizarre, non? Non, je vais trouver un étudiant que je vais pas payer, un stagiaire, et il va écrire le livre pour moi. De toute façon, hein, qu'est-ce que c'est écrire dans un livre? Ouais, alors je voudrais être peintre, mais alors j'ai les idées, hein, j'ai la composition, je pense que j'ai un sens des couleurs incroyable, mais pas envie de peindre. Pardon? Ouais, trouver un stagiaire, il donnera un coup de pinceau et je manque l'idée est bonne. Si qui que ce soit venait dire une connerie pareille, on se dirait que le mec il a besoin d'aller dans l'hôpital psychiatrique. Mais dans le business, ça a l'air tout à fait normal. Parce que c'est la compétence clé du projet. Mais par exemple, quand tu rachètes une entreprise, si tu rachètes une entreprise de métallurgie, tu connais rien à la métallurgie, mais toi ce que tu veux c'est gérer l'entreprise en tant que mais donc la compétence clé c'est pas la métallurgie? C'est la gestion. Ok. Oui, donc c'est vraiment... Enfin, t'as pas besoin non plus de savoir tout faire et d'aller dans l'artisanat pur. Tu vois, là tu viens de poser un bon constat. C'est est-ce que tu as envie d'être le leader de la métallurgie ou est-ce que tu as envie juste de faire tourner une boîte et de la faire cracher de l'argent? Si tu as envie de faire tourner une boîte et de lui faire cracher de l'argent, ta fonction numéro 1 est d'être un gestionnaire, de ne surtout pas innover. Et c'est même ton acte d'anti-innovation qui fait la valeur de ton acte. Alors que la plupart des gens, quand ils veulent créer quelque chose, ils veulent innover. Comment tu peux être un innovateur si tu n'es pas un expert en métallurgie? Si tu viens et tu dis « Bonjour, je rachète une boîte de métallurgie pour faire le leader mondial de la métallurgie », mais bien sûr que tu as besoin de te connaître en métallurgie. Donc par exemple, quelqu'un qui rachète une entreprise en métallurgie, qui veut faire un groupe, qui profite par exemple, je sais pas, de faire du cross-selling ou des trucs comme ça, là tu te dis, il faut vraiment que je connaisse très très bien la métallurgie, il faut que je rentre dans le cœur du métier. Ah bah il y a un moment, ouais. Okay. C'est impossible. Soit tu es un gestionnaire, tu rachètes des actifs. Tu sais, il y a plusieurs postures que tu peux prendre dans une boîte. Par exemple, tu peux prendre une posture, tu as de l'argent, tu sais financer une reprise de boîte et tu viens donner aux gens les moyens d'exercer leur art. Et dans ta boîte, tu as un expert de la métallurgie et tu lui fais 100% confiance. Mais le deal, c'est que cette personne, elle vient bosser pour toi parce qu'elle a beaucoup de compétences et toi, tu as de l'argent. Donc c'est un deal qui rencontre argent et compétences. Mais si tu n'as pas d'argent, que tu démarres de zéro, tu peux pas venir demander aux gens de bosser pour toi pour rien. C'est pour ça que je dis, les mecs, ils veulent toujours prendre des stagiaires. Est-ce qu'à la rigueur, tu aurais une super idée d'app? Tu pourrais embaucher le meilleur designer d'app du monde et tu travailles à temps plein pour toi. Et tu le payes. Bah, ça se passerait bien. Mais tu n'as jamais ce genre de moyens. Tu vois la différence?